Salut, c'est Mariam pour DST. Je fais de la recherche et je pratique dans les textiles puis les matières. Dans mon art, je fais beaucoup de storytelling, donc je parle énormément de culture, je parle d'héritage culturel. J'essaie de créer des espaces puis créer de l'art qui résonne avec les communautés, qui ont un impact sur les personnes qui consomment cet art-là. Aujourd'hui, je vais créer un headpiece que l'on appelle le moussour au Sénégal. C'est un headpiece traditionnel fait généralement à partir de wax ou de basin. Puis on va le faire aujourd'hui sur ambre. Là, je vais juste lui mettre un bonnet. So this is for protection purposes. C'est vraiment exceptionnel. Généralement, le moussour, on le met vraiment juste directement sur nos cheveux. Après, dépendamment, si jamais t'es hijabi par exemple et que d'habitude tu couvres tes cheveux, naturellement, il y aura déjà quelque chose. Le jaune et le orange. Ou si je mets le blanc et le jaune. Tu fais de la colorimétrie? C'est quoi ça? Ça, ce serait pas mal. Et c'est ce type de tissu de base? Ça dépend. Ça peut être ça. Parfois, ça peut être du wax aussi. Okay. Mais honnêtement, ça peut se faire avec n'importe quel tissu qui est assez rigide. Okay. Mais le plus souvent, ça va être du wax ou du basin. Parce que c'est justement en plus des tissus qui sont le plus utilisés pendant les cérémonies, etc. Puis le moussour, c'est souvent utilisé pendant les occasions, genre les cérémonies, les mariages, les naissances. Okay. On va mettre du blanc comme première couche. Ensuite, on va mettre du jaune par-dessus. Ok. Moi, je sais que tu viens du Sénégal. Est-ce que tu penses que, comme tes origines ont vraiment un impact sur comment est-ce que tu travailles le textile, les matières, tout ça? Absolument. Absolument, parce que non seulement j'essaie de me spécialiser plus dans les tissus traditionnels, et les pratiques justement autour de ces textiles-là. Donc, comment ils sont faits, d'où ils viennent, comment les manipuler, comment travailler avec, puis leur histoire généralement, en fait. Et tout ça, tu l'as appris quand tu étais enfant, en grandissant, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu t'y intéresses puis au fur et à mesure tu le travailles et... Je l'ai vraiment pas appris quand j'étais jeune. Pour le coup, j'ai toujours vu en soi différents textiles quand j'étais jeune parce que je suis sénégalaise, j'ai grandi au Sénégal. Donc comme je voyais souvent ma mère, comment elle s'habillait, mes tantes, ma sœur. C'est des textiles avec lesquels j'ai grandi, mais ce sont pas des textiles avec lesquels j'ai directement connecté lorsque j'étais jeune. Oui, je mettais des tissus traditionnels plus pendant les cérémonies, comme pour l'Aïd, donc tabaski, korité, mais j'étais pas aussi concentrée dessus comme je le suis maintenant. Parce que maintenant, c'est vraiment plus de recherche, plus de pratique, plus de théorique, alors qu'avant, c'était vraiment plus visuel, c'était plus esthétique quand j'étais jeune. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose comme tu te un peu réappropries ta culture et ton histoire. Et donc pour toi, un textile et un tissu, par exemple, comme celui-ci, ça a vraiment une histoire et c'est pas juste... Enfin, c'est vraiment différent d'un vêtement. Un tissu est totalement différent d'un vêtement. Absolument. Je pense que les tissus, oui, sont utilisés pour faire des vêtements, faire des accessoires comme des rideaux, etc., qui, eux, vont porter une histoire, mais le tissu en tant que tel, il portait déjà une histoire. De la manière dont c'est fait, la manière d'où ça vient, parce que ça vient généralement de comme matière naturelle, des matières végétales, et dont ça va être tissé into fabric, les différents designs qui vont être tissés dans ces tissus, les différents artisans qui vont manipuler ces matières et ces tissus-là, justement, pour les créer, et puis créer certains vêtements. Puis c'est des tissus qui voyagent, ce sont des matières qui voyagent. Ce que je vais utiliser pour faire du basin ne va pas nécessairement venir du Sénégal, ça peut venir d'autre part, ça peut venir du Mali, ça peut parfois même venir d'Europe. Donc, les tissus ont définitivement une histoire et même au-delà des tissus, les matières qui sont utilisées, puis les techniques qui sont utilisées pour créer ces tissus-là ont une histoire. Est-ce que ce type-là, par exemple, de coiffe, c'est vraiment quelque chose de religieux? Est-ce que, par exemple, je sais qu'au Sénégal, il y a aussi une communauté chrétienne. Est-ce que les chrétiens le portent aussi ou est-ce que c'est vraiment toi et ta religion dans laquelle tu avais l'habitude de voir ce genre de coiffe portée? C'est pas religieux. Donc, ça n'a rien à voir avec la religion. It's really just a headpiece. C'est vraiment fait pour orner le corps, orner la tête, orner les tenues que l'on porte. Donc, c'est un accessoire, puis une manière de porter le tissu qui était là bien avant. Donc, chrétiens comme musulmans mettent le moussour. Est-ce que tu pourrais me raconter comme l'histoire parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'ai pas du tout l'habitude. Quand on pense au tissu africain, on pense souvent au wax. Alors, le basin spécifiquement qu'on est en train d'utiliser, c'est un tissu qui a une histoire assez transitoire. Tissu en tant que tel, à la base, avait été importé d'Europe. Donc, c'était venu autour du 19e siècle, je pense. Ça avait été amené par les colons européens. La première importation de ce tissu-là, c'était au Mali.
Lorsque ce tissu est arrivé au Mali, les populations locales ont commencé à utiliser ce tissu de différentes manières et à créer justement des designs, puis des weaving techniques, donc des techniques de tissage, puis des techniques de design en l'utilisant différemment. Donc, que ce soit au niveau de la teinture, que ce soit au niveau de comment ce genre de motifs sont créés, que ce soit au niveau des outils qui sont utilisés pour créer ce genre de tissu et puis ramener cette couleur. Et puis aussi les méthodes qui sont utilisées pour justement rendre le tissu aussi crackling, qui ramène justement à l'esthétique du tissu, puis sa brillance, et puis comment est-ce que ça tient sur le corps et sur la tête. The root of it is colonial, ça a été importé. But what it became, comme les populations locales se sont vraiment réappropriées la chose en transformant. Et est-ce que c'était aussi coloré quand c'est arrivé, ou c'est vraiment comme les cultures africaines qui se sont complètement réappropriées même les couleurs du tissu, les motifs dessus? Ils se sont réappropriés le tout. Vraiment le tout, dans le sens où quand c'est arrivé, je pourrais pas dire c'était de quelle couleur exactement, mais le bazin souvent, lorsqu'on le voit, c'est vraiment des couleurs qui tapent. Des couleurs qui sont vraiment pimpantes, des couleurs bright colors, like these. Ce sont vraiment des teintures qui ont été faites localement. Tu avais l'air de dire aussi que tu t'intéresses à d'où ça vient, comment est-ce que ça a été fait, les personnes qui sont derrière, vraiment du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que toi tu l'utilises. Est-ce que tu as vu comment est-ce que c'est fait? Est-ce que tu vas parfois, par exemple au Sénégal, chercher et voir vraiment les personnes qui le créent et le font? Absolument. Quand je vais à Dakar, j'aime bien prendre le temps d'aller dans les ateliers de tissage. Malheureusement, il n'y a pas un super grand accès aux ateliers de tissage traditionnels parce qu'il y en a beaucoup qui sont hors de la ville de Dakar, par exemple. Mais un atelier que j'ai eu l'occasion justement de visiter lorsque je suis partie à Dakar récemment, c'était l'atelier de tissage d'Aïssa Dione. Aïssa Dione, c'est une designer textile qui travaille à Dakar depuis quelques années maintenant. Puis à la base, elle faisait des vêtements aussi, mais là, elle s'est vraiment plus spécialisée dans tout ce qui est accessoires de maison. Donc rideaux, meubles, tissus pour coussins, etc. Qui sont faits à partir de ces mêmes tissus-là Ils sont faits from scratch, vraiment, from scratch. Donc, elle a dans son atelier beaucoup d'artisans, une vingtaine ou une trentaine d'artisans qui travaillent justement sur ces tissus-là pendant très, 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 très longtemps. C'est vraiment un travail qui prend du temps et un travail super intricate et compliqué parce que ça part vraiment du fil en tant que tel. Comme tu vois, vraiment, c'est les fils. Jusqu'à la matière finale, Exactement. Tu peux vraiment voir la manière dont c'est tissé. C'est vraiment incroyable à voir parce qu'on a tendance à penser que tout se fait avec la machine. Oui, mais il y a énormément de choses qui se font à la main aussi. Et c'est pour ça que c'est super important d'aller justement voir comment c'est fait parce que tu te rends compte de tout le travail qu'il y a derrière, en fait. L'art ou les matières pratiques comme l'art que l'on crée n'a pas de sens sans les personnes qui sont là pour créer les outils qu'on utilise. Donc, tous les tissus qu'on utilise, comme par exemple en tant que designer ou en tant que créatrice de mode or anything, si tu ne connais pas le tissu, if you don't know where it comes from, who made it, then what is the intention behind what you're doing? Parce que les designers parfois peuvent se considérer comme artisans aussi, because they make things, absolument. Genre, c'est incroyable les choses qu'ils font. Sauf que les outils que vous utilisez justement pour créer, il y a d'autres personnes qui sont derrière ça, qui ont créé ça aussi et qui prennent du temps pour le faire. Donc, c'est super important d'être éduqué là-dessus. Et tu vois, je te parlais du wax, mais c'est vrai que les Occidentaux, et d'ailleurs toutes les personnes, j'ai envie de dire, qui ne viennent pas du continent africain, ont souvent cette image de, quand on pense à la mode africaine, on pense au wax. Est-ce que pour toi, il y a vraiment une grande diversité de tissus ou ça reste quand même assez limité? Il y a une extrêmement grande diversité de tissus en Afrique. C'est très intriguant quand les gens pensent directement au wax, quand ils pensent au tissu africain, parce que le wax n'est même pas un tissu africain à la base. Ah, ok. Le wax, c'est un tissu qui a été importé par l'Hollande en Afrique pendant les périodes coloniales. C'était un tissu qui ne se vendait pas en Europe et qu'ils ont importé en Afrique. Et du coup, les populations locales se sont réappropriées le tissu. Mais à la base, ce tissu n'est même pas hollandais. Ils ont approprié les méthodes artisanales de tissage qui viennent d'Indonésie. Donc, c'est comme le wax à la base, if we trace it really, really well, ça vient d'Indonésie. Puis c'est passé par l'Europe. Et les Européens l'ont amené en Afrique. Donc, en soi, non seulement c'est pas un tissu africain, mais c'est même pas un tissu européen, c'est un tissu asiatique. Est-ce que vous, par exemple, les Sénégalais, vous avez vraiment ce truc de... non, le wax, c'est pas notre tissu, genre. Est-ce qu'il y a plus une volonté d'avoir les autres tissus, comme ce que tu me fais, ou
Je te dirais que c'est du cas par cas. Ok. Dans le sens où je pense qu'il y a des personnes qui savent, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas non plus. Si je dis ça à ma mère, je pense pas qu'elle va savoir que le wax, ça vient pas du Sénégal. Mais si tu vas parler à des artisans, hein, si tu vas parler à des personnes qui sont vraiment plus ancrées dans l'histoire des matières pratiques et puis comme des choses qu'ils utilisent localement, ils vont pouvoir te dire que ça vient pas du Sénégal. Okay. Donc, je te dirais que c'est du cas par cas. Les personnes qui sont dans le domaine ou qui s'intéressent à ça vont savoir, maybe, mais comme je pense pas que la majorité des personnes savent, par exemple. Et toi, par exemple, avec toute l'histoire que tu connais et tout ça, puis la fierté que tu as de tes origines, est-ce que tu ressens une pression de laquelle tu dois vraiment représenter le Sénégal, ta culture, ton histoire, peut-être même ta religion? Comment est-ce que toi, tu le vis en tant que créatrice? Je ressens pas nécessairement de pression de représenter ma culture spécifiquement. Je pense que c'est quelque chose dont les gens s'attendent, mais c'est pas une pression pour moi. Je suis sénégalaise, j'ai grandi au Sénégal. That's all I know. Oui, je pourrais créer de l'art qui ne représente pas ma culture, absolument. Je pourrais créer de l'art qui représente quelque chose de complètement différent. Mais ce qui est le plus intentionnel pour moi et ce qui me parle le plus, c'est quelque chose qui est en rapport avec mon identité. Puis mon identité à la base, the main two things is what? It's I'm Senegalese, I'm black, I'm Muslim. Mais est-ce que tu penses que si t'avais pas, genre t'étais pas sortie du Sénégal et que t'étais pas venue ici, t'aurais autant voulu avoir comme montrer ça? Parce que moi je trouve beau, c'est que tu le montres autre part à d'autres personnes, à d'autres cultures, surtout à Montréal où on est beaucoup, je suis de la Martinique et je suis pareil, je suis pas d'ici. Je pense définitivement que le fait de venir ici, ça a joué dans ça. Pourquoi? Parce que le plus t'es loin de ta culture, le plus tu veux te rapprocher de ta culture. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup joué dans, je dirais au début, la manière dont je m'habillais. Enfin, la manière dont je m'habille. Puis, je pense qu'au fur et à mesure, ça s'est développé juste le plus que je m'éduquais par rapport à ma culture. C'est là que ça s'est le plus développé. Pourquoi? Parce que je pense que si j'étais restée au Sénégal, je pense que either way, j'aurais été intéressée par ça, par l'art, par l'artisanat. Mais je pense que ça aurait pris plus de temps. Parce que j'aurais pas nécessairement eu ce détachement en fait. Ce détachement physique et mental, je l'aurais pas nécessairement eu. Pour toi, ça aussi, ça rend la chose authentique, le fait de vouloir travailler les tissus de chez toi et le montrer au monde. Je sais pas si je peux décider de qualifier ce que je fais d'authentique. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui se voit de l'extérieur. Donc par exemple, s'il y a des gens qui me disent « Oh, ce que tu fais, c'est vraiment authentique », I'll take it, but I don't know if I can come and say what I do is authentic. You know? Peut-être que c'est mon humilité qui parle, mais comme j'ai du mal à être en mode ouais, non, mon travail est hyper authentique. Genre. Je sais pas. Pour toi, tu le fais et puis ça vient du cœur et au final, c'est ce que de l'extérieur, nous, on voit. C'est ça, parce qu'à la fin de la journée, c'est vraiment juste intentionnel, puis c'est juste identitaire. Donc, je me représente, en me représentant, je représente ma culture aussi. Mais comme, I'm not thinking about, oh my God, I need to show this to people. I'm just doing it. Moi, Mariem, à travers mon identité physique, je représente ma culture, puis les gens le voient, puis ça résonne avec les gens. Tu parlais de ton identité et tout ça, puis de ta religion. Est-ce que pour toi, le voile influe sur comment est-ce que tu vois la mode et comment est-ce que tu la travailles aussi? Oui et non. Mon voile a eu un impact sur mon style personnel puis mon travail, dans le sens où c'est à travers la manipulation, justement, de mes foulards et de mon voile que j'ai découvert l'amour pour les textiles, puis la manipulation des textiles. Je ne pense pas que ça a un impact sur la manière dont je vois la mode, parce que je trouve que la mode modeste, elle est comme un pic présentement, mais je trouve que la mode de base est beaucoup inspirée sur la mode modeste. Pourquoi? Parce que dans le sens où souvent on parle de texturism, utiliser différentes textures, souvent on parle de layering, porter des choses par-dessus les autres, jouer avec le mouvement. Most modest women have been doing this for a while. Je pense que ce sont des choses qui sont représentées dans l'industrie de la mode, mais qui ne sont pas nécessairement représentées comme des choses modestes. Et je pense que c'est juste maintenant que comme c'est devenu comme à la mode, que maintenant c'est représenté comme des choses modestes. Mais c'était pas nécessairement des éléments de like modest fashion. It was just things that modest people were doing, but that were also present in the fashion world, if that makes sense. Ça impacte définitivement mon style personnel parce que c'est un des principes que je suis, les principes de modestie. Et est-ce que tu as l'impression que l'industrie en général de la mode
a du mal avec la religion, le voile. Comment est-ce que tu le sens par rapport à toi qui rentres dans cette industrie-là? Si je parle personnellement, j'ai jamais eu d'enjeu de la sorte. Au contraire, lorsque les personnes décident de travailler avec moi, elles s'attendent à ce que justement j'applique ma vision. Puis les principes de modestie font partie de ma vision parce que c'est ce que j'incorpore dans mon travail, c'est ce que j'incorpore dans mon style personnel, c'est ce que j'incorpore dans ma manière de vivre. Donc, généralement, lorsque les gens décident de travailler avec moi, ils s'attendent à ce que, pas nécessairement à ce que je l'impose, mais ils s'attendent à ce que ça vienne avec mon bagage et que ça vienne avec mon travail. Donc, généralement, ils vont même l'anticiper. Donc, on te le demande, par exemple. On me laisse libre arbitre quand il s'agit de comment exercer ma créativité. Puis, généralement, peut-être parfois, il y aura des questions, mais ça va jamais, j'ai jamais eu d'expérience où on remettait en question la manière dont je voulais appliquer ma modestie dans un projet. Et donc, je sais que tu as travaillé avec quand même de grands artistes. Est-ce que tu as des projets qui t'ont marqué particulièrement et avec qui tu as pu vraiment laisser libre place à ta créativité, tout en gardant un peu aussi l'image de la personne? Projet récemment que j'ai eu à travailler, c'était pas un projet de long terme, c'était du styling actually, c'était même pas genre du design ou autre. C'était avec un artiste, mais la triche ici, c'est que l'artiste était sénégalais. Donc en soi, on a un peu les mêmes principes. Puis l'artiste s'appelle Samba, Samba Peuzzi. Et ce qui m'a marqué par rapport à lui, c'est que, encore une fois, il était sénégalais. Donc on avait vraiment kind of the same like social codes and social morals. Mais non seulement il m'a laissé libre cours à ma créativité, mais la manière dont j'ai été traitée pendant ce projet, je pense qu'on m'a jamais traitée avec autant d'intention et d'attention et de bienveillance, pendant un projet. Parce que généralement, les artistes sont très... how do I explain it? Genre en mode... Attention. Ils sont pas humbles. On va se dire la vérité. Ils pensent être community driven, but they're not community driven. Ils te traitent pas nécessairement de la meilleure des manières. Ils traitent pas nécessairement ton travail de la meilleure des manières. Alors que lorsque j'ai travaillé avec Samba, ils m'ont conduit aller-retour. Ils m'ont nourri. C'était ici à Montréal? C'était ici à Montréal. Mais lui, il habite au Sénégal. Ils m'ont nourri, ils m'ont accueilli dans leur Airbnb comme they were patient with me. Ils m'ont payé dans les délais. Ils me laissaient libre cours à ma créativité. It didn't feel like a job. It felt like I was just having a good time with people. Et ça montre aussi l'importance de travailler avec des personnes qui ont la même intention que vous et des personnes qui ont les mêmes principes que vous. Parce que quand j'ai travaillé avec c'était pas trop sale. On va se dire les termes. So it was bad. It was really bad. Mais d'ailleurs, en parlant de comment est-ce que tu as réussi déjà à avoir ce projet-là, te faire une place à ce niveau? Parce que bon, pour moi, c'est à ce niveau-là. Alors, comment ça a eu lieu? De manière très random. Ces choses-là m'arrivent toujours de manière random. J'étais en train de travailler. Un photographe avec qui j'avais travaillé auparavant m'a écrit en me disant « Ouais, on cherche une styliste ou un styliste pour genre le concert de demain soir. » Demain soir? Je mens, c'était ce soir. Donc last minute et demain. Ça, c'est le premier genre. OK, cool. Puis il était comme « OK, je vais passer ton numéro à la personne et tout. » And then they called me, and then we talked. Puis genre, ils m'ont expliqué un peu c'était quoi leur vision. Et puis, fun fact, le designer avec qui j'ai travaillé justement pour le styling, c'était Malakai, le propriétaire du studio, qui did an excellent job. Il a été super réactif, on est venu ici. Il a montré un peu les tenues qu'il pourrait avoir de dispo. On a choisi ensemble. Vraiment, c'était vraiment une collaboration. Pour le coup, it was not just my job, it was really him as donc well. Dans ce projet-là, toi, tu étais styliste, c'est ça? J'étais styliste. Du coup, c'est ça. Il nous a passé ses pièces, puis je suis allée les déposer. C'est pas un projet qui s'est super bien passé, puis c'était une collaboration assez difficile. Toi, comment est-ce que tu l'aurais vu différemment pour l'améliorer? Est-ce que tu as des choses que tu imposes aujourd'hui que tu sais, tu vois? Absolument. Sauf que la différence, c'est que quand il s'agit de ce contrat-là, c'était des choses qui étaient hors de mon contrôle. Du coup, il n'y a rien que j'aurais pu changer, à part le fait de rédiger un contrat. Comme c'était last minute, c'est ça. J'ai complètement oublié de rédiger un contrat. I was younger and I was just starting. Comme j'avais pas encore... Là, ça fait 3 ans que je suis dans ça. À cette époque, ça faisait même pas 1 an que j'étais dans ça. So I was just like, oh my God, let's go! Moi, genre, je te comprends. Est-ce que tu penses que c'est pas forcément l'artiste, mais c'est l'équipe autour, ou est-ce que l'artiste fait que l'équipe autour est comme elle est finalement? C'est l'équipe autour, absolument. C'était pas lui directement, mais 1-2 personnes de l'équipe. Parce qu'il y a d'autres personnes qui étaient bienveillantes, qui ont essayé d'aider, but like overall, it just did not work. Parce que c'est lié aux personnalités de chacun. Je pense pas que ça devrait nécessairement refléter qui l'artiste est, même si ça c'est un cas particulier. Quand on regarde ton parcours, ça a l'air quand même assez fluide.
Là, tu m'expliques qu'il y a quand même eu certaines difficultés, notamment avec des grands artistes. Comment est-ce que toi, tu le vis? Je pense que mon parcours est normal avec ses difficultés, dans le sens où, at the end of the day, I'm a human being. Puis il y a des hauts et des bas qui peuvent ne pas nécessairement être liés à l'art spécifiquement, qui vont affecter mon travail. Ouais. Et c'est normal. Ce qui est important dans ce genre de situation, c'est vraiment, I'm gonna say it and say it again, la communauté. T'es rien sans ta communauté. Communauté loin ou que ce soit vraiment juste ton village proche. It's very important to have those people around you. Parce que c'est ce qui va te motiver, c'est ce qui va te garder en vie, disons. Oui, j'ai eu des difficultés, oui, des obstacles, oui, j'ai des périodes qui sont plus compliquées que d'autres, mais je ne dirais pas que j'ai un parcours difficile. Ok, mais pas facile non plus. C'est ça, il n'y a rien qui est facile dans la vie, là. C'est bien. Je pense qu'il y a plus dur, là. Je reviens sur le fait que tu parlais de la communauté. Est-ce que pour toi, par exemple, retourner au Sénégal ou avoir ici des amis sénégalais ou de la nourriture ou je sais pas, plein de petites choses comme ça qui te rappellent chez toi, c'est vraiment très important. 50-50, dans le sens où ça me fait énormément de bien d'avoir ma communauté ici, donc mes amis sénégalais, etc. Parce qu'en soi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui pourront aussi bien me comprendre que mes sœurs sénégalaises. As Muslims, as Black women, as Senegalese women, on se comprend vraiment on another level. Mais ma communauté, des autres communautés aussi, m'apporte énormément dans mon travail et même juste en tant que personne. Les connexions qu'on peut se faire en dehors de ça aussi sont super importantes. Et là-dessus, je vais rebondir parce que on fait partie de la même asso, donc culturelle, la même organisation. Que pour toi, c'est vraiment quelque chose qui t'apporte un plus dans ton travail, dans ta personne, dans ton groupe, dans cette communauté qu'on a réussi à créer, puis cette sororité un petit peu aussi. Culturel, c'est une OBNL, une organisation à but non lucratif, qui a pour but d'élever, de créer des opportunités pour les femmes des communautés racisées, so BIPOC, dans les industries des médias, de la culture et de l'art. Que ce soit à travers des événements, que ce soit à travers des opportunités, que ce soit à travers des ateliers, des opportunités d'apprentissage. Donc, elles sont vraiment ancrées dans la communauté pour justement élever les femmes de ces communautés-là. Je pense définitivement que culturel m'a rapporté quelque chose, plus en tant que personne même, que même au niveau de mon art. Pas commun de voir au sein d'organisations des équipes qui sont aussi soudées, qui sont aussi intentionnelles et attentionnelles envers elles-mêmes. Fondatrice Tania et Déborah, à faire passer un message, oui leur message, mais aussi le message des personnes avec qui elles collaborent. Donc elles font vraiment passer les besoins de leur équipe et les inspirations et les passions de leur équipe même avant les leurs souvent. Et je trouve que ça c'est super inspirant parce que elles poussent les personnes à aller s'exprimer, elles poussent les personnes à aller créer des choses qui ont un impact, non seulement dans les communautés, mais aussi pour elles. Tu sais qu'aujourd'hui, si je me levais et que je disais « Ok, j'ai envie de faire un voyage au Japon et qu'on fasse un avant-garde au Japon. » Ça va faire. Je veux qu'on emmène avant-garde au Japon et je veux qu'on fasse un fashion show au Japon, like, cette année, they'd be like, let's do it. Like, let's go. Also, the fact that the people that will push you the more are not necessarily the people that are closest to you. Shout out à Culturel, franchement. Et vraiment, je sais que tu as fondé aussi le projet Avant-Garde chez Culturel, donc qui est un défilé de mode et des ateliers autour de la mode éco-responsable. Est-ce que pour toi, la mode éco-responsable, c'est vraiment quelque chose aussi de très important? Parce qu'on parlait de ta culture, de tes tissus, de tes matières. Mais à ça, si on ajoute la mode éco-responsable, comment est-ce que tu le jaugerais là-dessus? On a tendance à oublier que la mode africaine et artisanale est éco-responsable. On utilise des matières végétales, l'indigo, l'argile, la latérite. C'est des pratiques ancestrales qui sont là depuis des siècles et des siècles et des siècles et qu'on continue à pratiquer présentement. Que généralement, on ne porte plus un vêtement. On ne va pas le jeter, on ne va pas le brûler. We pass it down. On le donne à nos filles, on le donne à nos tantes, on le donne à nos cousines, on le donne à nos enfants. Ça se perd jamais. J'ai récemment été chez une dame qui s'appelle Nounou. C'est la fondatrice de Nounou Design et de Banou Dye à La Somone, au Sénégal. Elle a une collection de textiles et de vêtements qui sont vieux de comme 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et quand tu regardes les tissus, tu vois vraiment que c'est des tissus qui sont vieux. Tu vois le passage de l'aiguille. Compliqué et c'est tellement intriguant, c'est incroyable. C'est incroyable à voir. Elle a fait un travail d'archivage vraiment incroyable parce qu'elle est allée comme chez sa famille, elle est allée chez ses tantes, elle était comme I need everything and I need a picture of who was wearing this. Lorsque tu viens faire des ateliers, etc., elle va en parler, elle va les montrer pour like to spread that knowledge. Mais elle va pas l'utiliser, comme elle va pas l'exposer dans des musées, elle va pas faire des expositions pour ça. C'est vraiment intentionnel, c'est vraiment pour elle, pour son travail personnel d'archivage. Pratique qui est là depuis toujours, qui peut se perdre avec les années, les générations, mais qui est toujours présente. Je sais aussi que avant de travailler le textile, tu étais modèle. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené vraiment à être celui qui fait plutôt que celui qui porte? Lorsque j'ai commencé le mannequinat,
ça m'intéressait beaucoup à cause de l'esthétique de la chose et à cause aussi du fait qu'en grandissant, puis même en arrivant ici, on dit « Oh my God, are you model? Are you model? Are you model? Je suis model. » Du coup, c'est comme... je te dis « Ah, peut-être, est-ce que tu vois? Peut-être c'est la destinée et tout. » C'est d'ailleurs ma sœur qui m'a ouvert la porte, entre guillemets, parce que mon premier shoot, c'était avec une de ses amies, Dorothy. Et à partir de là, bah, j'aimais ça, en soi. Je suis pas en mode j'aimais pas et tout. J'aimais ça au début, je trouvais ça cool, faire des shoots. Les défilés de mode. J'adorais les défilés de mode et je me suis rendu compte que ce que j'adorais avec les défilés de mode, c'est le fait de non seulement pouvoir porter un vêtement qui a été fait par quelqu'un, mais aussi de voir les personnes qui ont fait ces vêtements-là. Puis je me suis aussi rendu compte que c'était fatigant. C'est pas facile. Hein. T'es là de 8h à 23h, puis on te nourrit genre un croissant jambon. I'm like, I don't know. Et est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment qui a été challengeant pour toi depuis le début de ce parcours-là? Les réseaux sociaux. On est dans une ère qui encourage beaucoup la rapidité, the overproduction, de montrer ce que tu fais. Que genre au début, j'étais vraiment en mode OK, I need to show, I need to deliver, I need to post, I need to do this, I need to that. Alors que non seulement ça, puis comme ça fait que ton art est même plus intentionnel parce que tu le fais pour montrer, tu le fais pas pour toi. Non seulement I don't need to show what I'm doing, le fait que j'ai pas nécessairement besoin de produire tout le temps. Il y a des moments où tu vas passer des mois sans produire, où tu vas te concentrer sur de la recherche. Il y a des moments où tu vas faire autre chose. Il y a des moments où tu vas pas vouloir voir de tissu pendant 4 mois parce que tu veux te reposer. Genre, everything comes slow-paced and art should come slow-paced. Parce qu'avec la rapidité, souvent vient un rush qui peut être très overwhelming. Puis je pense que les réseaux sociaux ont vraiment participé à avoir cette pression-là sur moi parce que tout le monde poste, tout le monde ci, tout le monde ça. Puis le fait de voir tout le monde faire des trucs, t'es en mode, OK, peut-être que je fais pas assez, genre. Donc tu te forces et puis tu fais. And I'm like, I don't need to be doing anything, I'm just a girl. Finalement. Finalement, qu'est-ce que tu as trouvé pour vraiment travailler, enfin garder cet aspect des réseaux sociaux parce que bon, on s'entend que ça reste quand même quelque chose d'important aujourd'hui pour aussi avancer. Mais comment est-ce que tu as réussi à trouver un entre-deux? En prenant une pause. J'arrive de le faire régulièrement, moins maintenant qu'avant, parce que maintenant je suis moins addict, entre guillemets. En faisant la paix avec le fait que certaines choses que je produis n'ont pas besoin d'être consommées et qu'elles peuvent juste rester privées. Ça peut juste être quelque chose que je veux accrocher chez moi tranquillement, que je veux pas partager. Aujourd'hui, il y avait une personne, une façon de faire avec laquelle vraiment tu aimerais travailler. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vraiment tu rêverais ou t'aimerais vraiment beaucoup travailler et faire une collaboration? Je pense que la personne la plus récente qui me vient en tête, c'est Oumoussi. Oumoussi, c'est une costumière puis une designer sénégalaise qui travaille dans le domaine depuis des années. Elle a travaillé avec de grands réalisateurs. Elle a travaillé avec Ousmane Sembène à l'époque. Elle a fait des films avec lui. Son travail est super inspirant parce qu'elle utilise beaucoup de traditions orales. Elle fait beaucoup de transmission orale parce que elle, son apprentissage était oral. S'asseyait sur le lit de sa grand-mère et qu'elle lui racontait des histoires et qu'elle lui racontait comment les rois des anciens royaumes Wolof s'habillaient, etc. Donc c'est vraiment super ancestral, son travail, parce qu'elle cherche vraiment à fournir un patrimoine à la prochaine génération. Donc que ce soit les costumes qu'elle fait, que ce soit les costumes qu'elle veut faire, elle veut vraiment que ces choses-là soient accessibles comme outil d'apprentissage. J'étais allée à Dakar, j'avais été à Raw Material Company parce qu'elle avait une conversation justement sur des costumes, leur impact dans l'industrie cinématographique. It didn't feel like I was meeting someone big. It felt like, genre, j'avais l'impression de parler à ma grand-mère. Genre vraiment, genre la manière dont elle te parle comme si c'était quelqu'un d'accessible et de... C'est pas nécessairement accessible, mais vraiment ouverte, puis humble. Dans le sens où elle sait ce qu'elle fait, elle connaît sa valeur, puis elle a pas peur de l'exprimer, like she knows who she is. Mais genre, elle va pas être là devant moi en mode... C'est qui toi? C'est ça, genre elle nous a vraiment, parce que j'étais allée avec ma soeur Aminata, elle nous a vraiment parlé comme si on était ses petites filles. Elle était en mode, oui, vous êtes mes petites filles, écrivez-moi, il faut venir apprendre, genre c'était vraiment, it felt natural. Mais hormis elle, il y en a tellement. Bon, juste les artisans du bout de mon quartier, genre j'ai envie de travailler avec eux parce que c'est en mode, les connaissances qu'ils ont dans les matières qu'ils utilisent, c'est incroyable. Like, just let me be here with my notes and like my phone. Puis c'est bon, je suis contente. Il y a des artistes avec qui vraiment t'aimerais collaborer puis travailler pour et voir comment est-ce que vos univers peuvent se fusionner. Personne, je dirais Robert Wan, un designer incroyable. Il est très... genre le storytelling qui vient avec ses designs et qui n'a même pas nécessairement besoin d'exprimer, mais tu le vois juste, c'est super inspirant. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait te souhaiter pour la suite, pour les prochaines années? De la paix. De la paix. Ok. Le reste, le reste va flow tout seul. L'argent, bien sûr, mais si j'ai la paix, Inch'Allah, je vais avoir l'argent. Est-ce qu'il y a une phrase que tu dis
qui t'inspire en français, en anglais, en wolof, en arabe, Voilà. C'est toi? Il y a une phrase en wolof qu'on utilise, c'est un proverbe de Wolof Ndiaye qui dit si tu sais pas où tu vas, retourne là d'où tu viens. Ok. Puis ça peut vouloir dire culturellement, ça peut vouloir dire religieusement aussi. Non seulement repartir aux sources, ça fait que tu prends les choses plus lentement, tu reprends tes bases, religieusement parlant également, parce que moi personnellement, whenever I'm lost and whenever I don't know what to do, je demande à Allah. So acting with intention and care and doing things slowly. Parce que si tu fais les choses lentement, généralement, ça se passe bien. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Ouais. Finalement. Du coup, voilà, on a fini le moussour. Je tiens à préciser que c'est pas du tout comme ça qu'on le porte au quotidien. Ok. C'est vraiment juste une installation, entre guillemets. It's art, it's visual art. Généralement, c'est plus petit. Ça n'a pas nécessairement autant de design. Chaque personne avec comment elle aime le porter. Puis généralement, j'ai fait en sorte que ce soit confortable et que ça tient pour toute la journée. Ça va pas tenir toute la journée. Et du coup, je le sens. Si je pars la tête en arrière, ça part en arrière. C'est ça. Vraiment du ça. coup, it's more je vais for... appeler ma maman pour le montrer. Vas-y. Avant que ça tombe de ma tête. Faut pas qu'elle dise une bêtise parce que je la connais. Allô? Regarde. Ah, elle a dit... Ben, je te remercie. Pourquoi tu t'es comme ça? Je te remercie pour ce moment. C'était vraiment sympa. On a eu une bonne discussion. On a bien discuté. Puis j'ai vraiment appris plus sur toi. Donc, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir été ma muse. Elle s'appelle plus Ambre. Elle s'appelle... on va l'appeler comment? Mamjara. Oh, ouais. Oh, c'est beau. Elle a fait oui. Tu sais que c'est fou parce que ça ressemble vraiment au marais-tête en Martinique. Oh! C'est vraiment beaucoup plus gros. Mais je trouve que chez nous, on fait pas ça comme ça. Hein. Ah, ok. Là, j'ai fait ça vraiment gros. Je vais à une cérémonie comme ça, ma mère, elle me dit, tu rentres à la maison, en fait. On dit, on est au carnaval ou... C'est bravo. Elle me dire, ok, le moussour, mais die it down. Doucement, là. Die it down. Ok.